Bonjour et bienvenue dans le camp de base, l'émission des rencontres au sommet. Si vous souhaitez aider ce podcast 100% indépendant sur Patreon, n'hésitez pas à me soutenir à partir d'1 € par mois, soit moins du prix d'un café. Sinon, vous pouvez aussi envoyer votre épisode préféré à votre entourage. Dans ce nouvel épisode, je pars à la rencontre d'un passionné des oiseaux, Bernard Faure. Depuis de nombreuses années, Bernard a fait de leur chant de la musique électro-acoustique. Aujourd'hui, on parle notamment du journal de guerre d'un ornithologue écrit pendant la Première Guerre mondiale sur le front. Aujourd'hui, Bernard travaille à son adaptation sonore. Il édite aussi une super newsletter, je glisse le lien en description du podcast si vous souhaitez vous abonner. Et n'oubliez pas, si vous aimez le podcast, partagez-le, abonnez-vous, participez sur Patreon. Tous vos soutiens sont extrêmement précieux. Bonne écoute! Bonjour Bernard. Bonjour. Et merci infiniment de m'accorder du temps. Est-ce que je peux vous laisser vous présenter parce que vous avez beaucoup de casquettes finalement? Oh, est-ce que j'en ai tant que ça? Je n'en sais rien. Je pense que je suis un petit peu moins jeune que je l'étais autrefois et que du coup j'ai traversé pas mal d'expériences et d'activités. Maintenant, me présenter, qu'est-ce que je peux dire? Que mon plus profond désir depuis toujours a été d'être musicien et plus exactement de composer de la musique. Et tout naturellement, parce que je fais partie de la génération des gens qui sont nés avec le disque, avec la radio, avec ces médias-là et l'enregistrement, j'ai tout de suite pensé que mon instrument de musique serait la bande magnétique, serait l'enregistrement, serait le microphone. Et quand je dis aux gens que je suis musicien ou compositeur, ils me disent « Ah, mais c'est merveilleux, et vous jouez de quoi ?» Eh bien, je joue du studio, en fait. Et ça a été mon activité première. Alors, à partir de là, avec des micros, qu'est-ce que j'ai fait et avec un studio, eh bien, j'ai fait une musique qui se compose avec des sons enregistrés. Cette musique qu'on a appelée musique concrète ou musique électroacoustique. Et ça m'a poussé progressivement à monter une structure à Lyon, qui était un studio de musique électroacoustique, et à monter une classe de composition de musique électroacoustique à l'École nationale de musique de Villeurbanne, et puis à enseigner aussi cette musique-là à l'université, donc à être versé très souvent dans des activités pédagogiques, etc. Et indépendamment de ça, quand on fait de la musique électroacoustique, on fait ça avec des sons enregistrés, mais quels sons? Et comment peut-on faire de la musique avec des bruits? Et finalement, les bruits et les sons qui me sont apparus les plus intéressants pour faire de la musique étaient ceux que me proposait la nature, et dans la nature, principalement les chants d'oiseaux. Et donc, progressivement, j'ai sombré naturellement dans l'ornithologie, dans l'écoute des chants d'oiseaux, leur analyse, etc., jusqu'à composer, pas exclusivement, mais quand même très souvent, avec le matériau que me fournissent les oiseaux eux-mêmes. Voilà. Vous avez dit beaucoup de choses très intéressantes, mais vous avez utilisé un terme que je pense a gratté un peu l'oreille de nos auditeurs et auditrices, le terme de musique concrète. La musique concrète, c'est une expression qui a été inventée par Pierre Schaeffer à l'ORTF à la fin des années 50. Pierre Schaeffer, il a cette pratique justement de l'enregistrement et de la réécriture de cette musique à partir des sons que vous propose la nature et la ville. Comment est-ce que vous avez travaillé justement dans cette composition? Est-ce que c'est quelque chose que vous réécrivez à partir du matériau que vous obtenez, ou est-ce que c'est quelque chose qui chemine au fur et à mesure des bandes magnétiques que vous posez pour les recoller d'abord et puis ensuite sur qu'on appelle une digital audio workstation? Comment est-ce que vous vous y prenez pour composer cette musique concrète? Finalement, musique concrète, ça veut dire qu'on travaille concrètement. C'est-à-dire finalement pas très intellectuellement, mais on bricole. En fait, la musique électroacoustique ou la musique concrète, ce sont des musiques de bricoleurs.
On prend des sons et puis qu'est-ce qu'on fait avec ces sons ? On les assemble. Ce sont des bruits enregistrés, des sons enregistrés. On les assemble, on les superpose, on les met les uns derrière les autres. Et puis, ils sont comme des objets. Alors, on peut les grossir, on peut les ralentir, on peut les passer à l'envers, on peut faire toutes sortes de choses. Et finalement, le bricoleur qui compose de la musique électroacoustique, il est avant tout un auditeur. Les sons, il les a enregistrés. Les sons, ils sont là, fixés sur un support, que ce soit une bande magnétique, une cassette DAT, une audiotape ou un disque dur, etc. C'est en fait fixé sur un support. C'est un peu comme l'image photographique. Et à partir de là, on peut bricoler. On peut faire du Photoshop avec des sons, finalement. Et donc, ça passe par l'écoute. Et c'est ça qui m'a toujours intéressé, c'est le fait d'écouter les sons et de découvrir des choses dedans. Je suis comme un photographe qui examine ses photographies et qui trouve qu'il y a des formes, qu'il y a des structures, qu'il y a des assemblages de couleurs qui sont déjà là et sur lesquels on peut travailler, et qu'on peut valoriser, et qu'on peut agencer, etc., etc. Je ne sais pas si c'est très clair tout ce que je raconte. C'est très clair pour moi puisque j'ai pratiqué un petit peu. En tout cas, ce qu'il faut peut-être faire comprendre aux personnes qui nous écoutent, c'est que vous avez parmi tout ce que vous enregistrez, vous prenez ce que vous enregistrez et puis vous assemblez, parfois vous collez l'un au-dessus de l'autre des sons, vous mettez peut-être des filtres, comme on pourrait mettre des filtres sur une photographie, pour en produire une pièce. Donc vous collectionnez en quelque sorte, ces sons de la nature. Comment est-ce que vous vous y prenez justement pour aller enregistrer et quel est votre terrain finalement favori ? Eh bien, le terrain, c'est effectivement la nature et puis c'est un peu une question qu'on peut se poser de la définition de la nature. Est-ce que c'est un espace sauvage ? Est-ce que c'est les paysages sonores dans lesquels nous vivons et dans lesquels il y a les activités humaines, ou etc. Moi, j'ai plutôt tendance à aller chercher le son sauvage et naturel, c'est-à-dire en fait celui dans lequel on entend peu l'activité des hommes. Je dis peu parce que même un paysage sonore dans lequel on n'entendrait aucune activité humaine est très souvent forgé par l'homme parce qu'il a forgé le paysage dans lequel se sont installés les animaux, les oiseaux, etc. Et c'est donc en fait une sélection des espèces qu'il a fait. Mais indépendamment de ça, ce qui m'intéresse, c'est que ces espèces, elles chantent ce qu'elles veulent. Elles chantent pas ce qu'on leur demande de chanter. Donc elles ont un langage, elles nous disent des choses, pas forcément à nous d'ailleurs. Elles se le disent entre elles ou elles le disent à personne. Elles le disent parce que c'est une louange en fait. Bon. Et tout ça, ça me fournit de la matière à écouter, à contempler et d'une certaine manière aussi pour moi, le compositeur de musique, c'est quelqu'un qui écoute le monde et qui essaye de le restituer. C'est-à-dire en fait d'amener ça à l'écoute des auditeurs, à l'écoute de ceux qui vont écouter de la musique. Utiliser la musique comme moyen de dire aux gens, mais écoutez comme c'est beau, écoutez la vie comme c'est beau. Voilà, c'est juste un travail de passation. Bon, voilà, j'enfonce une porte ouverte. Rimbaud disait que le poète était un voyant, c'est-à-dire en fait quelque chose qui perçoit les choses et qui peut-être, par l'exercice de son art, a le talent de le montrer davantage aux autres, qui ne sont pas forcément axés sur cette chose-là a priori. Est-ce que vous avez noté au cours de l'évolution de vos enregistrements une perte de la biodiversité que nous pouvons entendre dans la nature et dans les espaces naturels ? Alors, c'est difficile d'entendre la perte puisqu'elle n'est pas là. Cela dit, ça me fait penser à Mozart qui disait souvent « j'en entends qui ne chantent pas ». C'est-à-dire, en fait, j'entends quand même l'absence de certains musiciens dans l'orchestre qui ne se manifestent pas. Et au-delà de ça, c'est vrai que je pense qu'il y a une perte de la biodiversité, mais elle est difficile à mesurer parce qu'il y a aussi une adaptation
de la biodiversité. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'énumérer des espèces éteintes, mais peut-être des espèces qui ont été s'installer ailleurs, qui ne sont plus là, et d'autres biodiversités qui s'installent. Donc tout ça, c'est assez compliqué à dire. En revanche, ce qu'on mesure d'une manière peut-être plus efficace et plus réelle, c'est la baisse des effectifs. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Ce soir, nous sommes au ciel à Grenoble, dans cette salle de concert, et je vais faire entendre, ça sera d'ailleurs la première fois, un travail en cours qui s'intitule « Le journal de guerre d'un ornithologue ». Et ce journal de guerre a été tenu par un énorme ornithologue du XXe siècle, peut-être le principal ornithologue francophone du XXe siècle, qui s'appelait Jacques Delamain, et qui a vécu toute sa vie avec une paire de jumelles pendue à son cou. Et il observait les oiseaux, et il écoutait les oiseaux, et il les identifiait à leur chant, etc., etc. Quand il s'est trouvé convoqué, enrôlé, parce qu'il fallait faire la guerre de 14, il est parti avec ses jumelles. Et pendant toute la guerre, il avait ses jumelles. Et dès qu'il avait 2 secondes, il notait sur un journal, qu'il a appelé le journal de guerre d'un ornithologue, il notait toutes ses observations. Et là, quand on lit ce qu'il a écrit, on n'entend pas, évidemment, il n'a rien enregistré, mais quand on lit ce qu'il a écrit, non seulement il annonce des espèces qu'on ne voit plus beaucoup dans le nord de la France, dans cette zone particulière qui était la zone des tranchées, mais surtout il met en évidence la quantité des individus. Des groupes d'une vingtaine, d'une trentaine de bruants, des rouge-queues qui étaient par 5, 6 couples à la fois, etc., etc. Là, il les dénombre d'une certaine manière et il nous dit dans ce paysage-là, au lever du jour, il y a des centaines d'individus. Et là, ce que je mesure, c'est que plus jamais on trouve des groupes d'oiseaux aussi importants. C'est-à-dire les effectifs, là on a un document qui nous montre que les effectifs ont considérablement baissé. En 100 ans. Ouais. Comment est-ce que vous avez travaillé pour faire écouter ce journal de bord ce soir ? Journal de guerre. Journal de guerre, pardon. Alors c'est un travail qui est en cours. Je ne sais pas combien de temps il va m'occuper, je ne sais pas non plus quelle sera la durée définitive de la mise en musique de ce journal de guerre. Je ne veux pas faire un documentaire, c'est-à-dire je veux pas que chaque fois que Delamain cite un oiseau, je le fasse entendre comme un exemple. Au bout d'un moment, ça deviendrait long, ça deviendrait fastidieux. Lui, il est très poétique dans ses descriptions et je me suis dit qu'il fallait aborder ça de cette manière-là, c'est-à-dire aussi faire, pour moi, de la musique à partir de ces paysages sonores, à partir de ces chants d'oiseaux, etc. Et certains jours, il écrit 3 lignes. Certains jours, il écrit 1 page. Et puis, certaines fois, il ne parle pas de la guerre. Alors peut-être qu'il y a la guerre, mais ça ne l'intéresse même pas. Il parle des oiseaux qu'il observe. Et moi, ce qui m'intéresse dans cette composition, dans cette mise en musique du journal de guerre, c'est de sélectionner les pages qui relatent le fonctionnement des oiseaux, leur manière d'être, de chanter, de vivre, d'habiter, etc., en plein milieu de la bataille. C'est-à-dire, alors qu'il y a des échanges de canons, alors qu'il y a des bombardements énormes et massifs qui tombent sur des villages, etc., Delamain, lui, note le comportement des oiseaux dans ces situations. Et ce qui m'impressionne le plus, c'est que les oiseaux sont relativement indifférents à tout ce qui se passe. Alors, il y a une page qui est étonnante et qui décrit le fait qu'une grive draine vient se poser sur un canon qui est encore chaud, qui a bombardé tout le matin. À peine c'est fini qu'elle vient se poser sur le canon et qu'elle chante. Presque, elle pourrait se brûler les pattes.
et de certains rouges-queues noirs qui vont faire leur nid dans tous les trous de bombes qu'il y a, des trous qui ont été faits par les obus dans les ruines et dans les murs complètement arrachés, etc. C'est-à-dire cet opportunisme des oiseaux aussi, qui s'en foutent royalement, nous, de nos propres conflits. Vous avez, j'imagine, bourlingué dans beaucoup de territoires. Vous avez dû voir beaucoup de choses. Vos terrains ne sont pas qu'en France. Non, ils sont principalement en France, parce que j'ai toujours vécu principalement en France. Mais en fait, chaque fois que j'ai eu l'occasion de faire un voyage, que ce soit par désir de découverte, ou on pourrait même presque dire touristique, ou certaines fois parce que ça a été des projets bien précis, ou des commandes, évidemment j'ai travaillé dans pas mal de pays européens et sur divers continents, oui, un petit peu en Afrique, en Asie, en Amérique. Oui. Est-ce qu'il y a un paysage sonore, donc un agrégat comme ça de nature, qui vous a particulièrement marqué ? Peut-être celui qui m'a le plus marqué, c'était le delta du Danube, parce que c'était l'Europe, bon, finalement pas si loin de chez nous, à la limite d'ailleurs entre la Roumanie et l'Ukraine, et dans des endroits où actuellement il y a pas mal d'activités de guerre aussi. Mais ce qui m'avait beaucoup intéressé là-bas, c'est que c'était l'un des derniers paysages véritablement sauvages de l'Europe. Il n'existe plus qu'une seule forêt primaire, c'est-à-dire qui n'a pas été touchée et modifiée par la présence de l'homme. Elle existe en Pologne, et elle n'est pas si grande que ça. Et le delta du Danube était une des dernières zones véritablement sauvages, ne portant pas l'empreinte particulièrement des activités humaines. Et il y a dans le delta du Danube, et j'espère que c'est encore comme ça, parce que c'est des prises de son qui ont été faites il y a entre 20 et 30 ans, mais une densité justement et une variété d'espèces complètement incroyable, de jour comme de nuit. Vous vous êtes formé à l'ornithologie sur le terrain, donc c'est-à-dire, j'imagine, à reconnaître ces oiseaux. Vous avez repris une formation, comment ça s'est passé ? Non, j'ai jamais suivi de formation d'ornithologie. J'ai eu en revanche la chance de me lier d'amitié avec Jean Rocher, qui est en gros le père de l'audionaturalisme. C'est un vieux monsieur qui est toujours vivant, qui a 94 ou 95 ans actuellement, et qui évidemment ne peut plus rien faire de tout ça, mais qui a constitué l'une des plus grosses sonothèque du monde, et qui est peut-être le premier ornithologue à avoir décidé d'enregistrer tous les oiseaux du monde. Et il avait monté une maison d'édition, et je l'ai côtoyé pendant très longtemps, et c'est au contact de la personne et puis de son œuvre surtout que j'ai principalement appris l'ornithologie. Et puis au contact des oiseaux, bien entendu. Vous exercez un art qui est l'audio-naturalisme. Alors, je ne sais pas si c'est un peu cavalier de vous demander ça, mais qu'est-ce que vous voulez montrer avec cet art ? Eh bien, ce que je disais rapidement tout à l'heure, moi, mon ambition, c'est de faire entendre des chants d'oiseaux aux gens et leur dire « écoutez comme c'est beau ». Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on arrive à faire percevoir à des gens que c'est beau quand on les place dans des situations d'écoute particulières, la radio, le disque ou le concert. Et ça me rappelle justement une anecdote que me racontait Jean Rocher. Il recevait toute une équipe de journalistes dans son studio, des journalistes passionnés par ce bonhomme qui avait fait le tour du monde X fois, qui avait enregistré toutes les espèces ou presque, etc., qui avait une science extraordinaire. Et dans le studio, il leur fait écouter le chant d'une fauvette à tête noire, qui est un oiseau très commun chez nous, mais qui chante magnifiquement. Et il analyse le chant, il leur fait écouter le chant, et les types sont subjugués. Ils sont subjugués. Il y avait une quinzaine de personnes, tout le monde se disait « mais il est extraordinaire ce bonhomme, et la fauvette à tête noire, on ne savait pas que c'était si beau ». Et à la fin de la séance, tout le monde sort, et tout le monde boit un coup dans le jardin de Jean Rocher. Il n'était pas très loin de Grenoble, il était à Mins, dans le Trièves. Et tout le monde se retrouve dehors, et boit un coup, discute, et à un moment, il dit « écoutez, là, dans cet arbre-là, il y a une fauvette à tête noire. » Mais personne n'écoute.
Personne n'écoute parce que ça y est, on n'est plus dans une situation particulière d'attention, etc. On s'émerveillait de l'écouter sur un haut-parleur, on s'émerveille de l'écouter au ralenti, on s'émerveille de l'écouter dans une salle de concert, et là, on est dans la forêt ou à la lisière de la forêt, on vous dit, il y en a une ici, et c'est une quasi-indifférence. Donc c'est un peu ça l'objectif, c'est quand même d'essayer de mettre sous l'oreille ou sous le regard des gens des choses qui sont extraordinaires, pour peu qu'on les ait sorties de leur contexte et qu'on dise aux gens, mais regardez comme c'est beau. C'est la même chose la photographie d'une mésange prise en gros plan. On dit, mais c'est incroyable, c'est un oiseau exotique qui vient tout simplement de l'arbre d'à côté. Il y a quelque chose, moi, qui me frappe beaucoup depuis que je suis dans cette perspective d'écouter la nature. C'est à quel point, quand on s'arrête, qu'on ferme les yeux, même en ville, il y a des motifs qui ressortent. Et des choses qui s'imbriquent les unes dans les autres. Mm-hmm. Comment est-ce que vous travaillez, vous, avec ces motifs qui sont préexistants, justement, dans ce qui ressort de notre field recording, finalement, naturel ? C'est-à-dire, quand vous dites motifs, des choses, des fragments de chants d'oiseaux qui semblent se répondre Alors, ça peut être des fragments de chants d'oiseaux qui se répondent. Ça peut être, on est au bord d'une route et du coup, il y a le flot continu et régulier des voitures qui passent de manière très fou. Et puis, au loin, il peut y avoir les clochettes du tram, là, qui... voilà. Et il y a quand même un motif qui revient, une répétition, un peu comme dans Pérec et sa tentative d'épuisement d'un lieu parisien. Comment est-ce qu'un audio naturaliste, que ce soit en ville ou en nature, il travaille déjà avec ces motifs préexistants Oui, alors il y a effectivement, si on prend la nature et si on prend les émissions sonores du monde animal, parce qu'à ce moment-là, on peut considérer les oiseaux, mais il faut rajouter les batraciens, les insectes, etc., tout ce qui fait du son. Tout ça, ça occupe ce qu'on appelle le spectre sonore, c'est-à-dire ça s'étage du grave vers l'aigu. Et ce qu'on remarque, c'est que chacune des espèces a une espèce de niche particulière de fréquence qui est la sienne et qui lui permet d'être lisible à cet endroit-là. Si tous les oiseaux chantaient à la même hauteur, à la même vitesse, avec le même timbre, évidemment, on les confondrait. Alors que ce qui compte, c'est la signature sonore. C'est l'identité. Les chants et les sons animaux sont souvent des affirmations d'identité. Identité de l'individu, identité d'un groupe, identité d'une espèce, etc. Et pour que cette identité soit lisible, il faut qu'elle trouve sa place dans cette espèce de grande symphonie de tous les sons de la nature. Et du coup, je dis le spectre du grave vers l'aigu, mais il y a ceux qui se distinguent pas forcément par le fait qu'ils sont graves, médiums, aigus, etc., mais parce qu'ils font des rythmes. Et qu'ils ont des rythmes qui leur sont bien particuliers. Et ceux qui sont au contraire beaucoup plus occasionnels, mais qui font des sons alors qu'ils sont en mouvement, et qui donc balayent l'espace, et etc. Et tout ça est très intéressant à observer, parce que c'est tout à fait la symphonie de la nature dans l'étymologie du mot symphonie, c'est-à-dire les choses qui sonnent ensemble. Une dernière question, parce que je vois que le temps file. Ce soir, donc, vous présentez le journal de guerre qui n'est pas encore terminé, mais en tout cas qui est un début de projet, d'après ce que j'ai compris. Quels sont les projets là, qui vont vous animer dans les prochains mois, les prochaines années ? Je ne sais pas exactement. Je pense que le journal de guerre va m'occuper encore un moment, ça c'est sûr. Il y a une autre chose qui m'importe en ce moment aussi, c'est de classer ma sonothèque de manière à pouvoir la léguer et la rendre utilisable par d'autres. Pour le moment, je suis en train d'imaginer, parce qu'on a déjà commencé à avoir des discussions là-dessus, laisser cette sonothèque au musée des Confluences à Lyon, un musée d'histoire naturelle, pour en faire une banque sonore à partir de laquelle toutes sortes de gens, des chercheurs, des musiciens, des amateurs, etc., pourront se pencher là-dessus, écouter, ou ça sera mis à disposition. Mais tout ça, il faut que ça soit renseigné, c'est-à-dire il y a dans mes enregistrements
enregistrements, des tas de sons sur lesquels j'ai pas encore dit c'est tel oiseau, c'est telle espèce, ça a été enregistré tel jour, à tel moment, dans telle saison, etc. Donc il y a ce travail-là de classement d'archives, ce qui me semble intéressant si on veut que ça serve à quelque chose d'autre. Et puis une autre activité qui actuellement m'intéresse énormément et à laquelle je consacre peut-être le plus de temps, c'est un travail en studio qui consiste à travailler sur une revue musico-naturaliste, on veut dire, c'est-à-dire qui travaille à la fois sur le chant de l'oiseau, les sons de la nature et les relations qui peuvent s'établir avec la musique, la mienne et celle d'autres compositeurs. Et donc ça, c'est une revue qui s'appelle L'Indicateur et que n'importe qui peut trouver sur mon site internet, c'est absolument gratuit. Voilà. Mon site s'appelle bernardfaure.com et j'édite cette revue qui a déjà 25 numéros, quelque chose comme ça. Alors par exemple, le prochain numéro va traiter du loriot d'Europe. Et le loriot d'Europe, c'est un oiseau qui est très intéressant sur des tas d'aspects, notamment le fait que c'est une des espèces qui en Europe chante en couple. C'est un oiseau sur lequel on a des enregistrements qui montrent comment le père enseigne le chant aux petits. Il y a des tas de choses intéressantes à dire sur le loriot, sur sa manière de chanter, etc. Et puis, il y a des compositeurs qui se sont intéressés à lui, notamment Olivier Messiaen, qui a fait une pièce sur le loriot, etc., etc. Donc voilà, et je vais rassembler toute une documentation sur la musique du loriot et la musique que le loriot nous inspire. Superbe. Eh ben, je vous remercie d'avoir pris du temps avant votre concert pour venir me parler dans le camp de base. Eh ben, merci à vous de m'avoir accueilli et à très bientôt. À très bientôt. Cet épisode du camp de base est terminé pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager si c'est le cas. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter. Tous les liens sont dans la description. À très bientôt dans le camp de base. Rencontre au sommet.